La mission multinationale de soutien à la sécurité sera déployée en Haïti dans le but de rétablir la sécurité dans le pays. C'est ce qu'a fait savoir le chargé d'affaires AI des États-Unis en Haïti, Eric Williams Strohmayer. Le diplomate a fait remarquer que cette mission ne viendra pas pour appuyer un leader politique ou un parti quelconque, mais elle sera là pour lutter contre les gangs. Il a indiqué que des balises ont été mises en place afin d'éviter les erreurs du passé. La mission multinationale pour supporter la sécurité, c'est pour soutenir le peuple haïtien pendant le travail avec la police nationale d'Haïti, la PNH. La mission prend l'améliorer capacité PNH là pour lui faire face à des actes de violence généralisés gagnants, tant que des actes assassinats, agressions sexuelles sur femmes actives, recrutement mineur et l'autre violation de droits humains. Nécessaire pour nous combattre l'insécurité, pour créer bonnes conditions pour stabilité durable et croissance économique, les peuples haïtiens ont besoin en pile. Déploiement ça a fait soudainement autorité haïtienne, une grande partie non responsable business dans le pays d'Haïti, société civile, secteur religieux, ensemble avec organisations non gouvernementales locales et internationales. Mission ça, pas un objectif pour les supporter un leader politique ou soit un parti politique quelconque. Nous continuons à mettre priorité sur une solution politique que les Haïtiens joignent pour compte yo. Et puis qui est basée sur un consensus pour rétablir l'ordre démocratique en Haïti. Les États-Unis ont renouvelé l'appel par tout acteur pour demander élargir l'accord politique et puis rétablir l'ordre démocratique dans le pays. Nous prenons leçon sur ce qui était passé déjà avec bonnes pratiques nous joignent dans l'expérience Nations Unies et États-Unis dans question mission internationale. États-Unis réussit à mettre dans résolution Conseil sécurité Nations Unies une série de dispositions solides pour les gens qui commettaient violation de droits humains prendre responsabilité. Résolution en demandé clairement pour créer une série de mécanismes qui contrôlent et surveillent pour capable prévenir, mener enquête, combattre et rapporter publiquement toute violation ou soit abus sous droit humain, tant que exploitation sexuelle et l'autre qualité abus. Liguer là dans toute prévision pour contrôler personnel mission et puis faire formation avant et pendant déploiement mission. Tant que le secrétaire Blinken a déclaré dans la date 22 septembre, nous avons intention de travailler avec le Congrès nous pour bailler $100 millions pour supporter la mission. Le département de défense nous pour bailler un coquin chaîne support dans le domaine logistique, matériel et services, ensemble la formation spécialisée pour assurer nous que la mission multinationale pour supporter la sécurité ça réussit. Le peuple haïtien mérite pour le santé en sécurité assez pour les sortir la caille. Reprendre l'activité business et puis aller voter dans l'élection pour les choisir de façon démocratique un gouvernement qui représentait intérêt li. Toutes amis Haïti ont souhaité que la mission multinationale pour supporter la sécurité permette de réaliser l'objectif là. Notre invité à Metro News ce soir, c'est l'expert en défense et en sécurité, Ricardo Germain. Avec lui, nous allons parler du rapport du Conseil de sécurité de l'ONU et notamment de la mission multinationale de soutien à la sécurité qui doit venir en Haïti sous peu. Monsieur Ricardo Germain, bonsoir et merci de votre disponibilité à Metro News. Bonsoir, c'est un plaisir pour moi d'être parmi vous pour pouvoir faire le point sur le rapport du groupe d'experts et notamment la mission qui est prévue très bientôt sur Haïti. Alors, nous savons que le Canada, les États-Unis et l'ONU prennent des sanctions contre certaines personnalités haïtiennes qui, selon eux, soutiennent des gangs. Est-ce que vous partagez cette position de ces instances ou de ces pays? Si je partage cette position, c'est oui. En d'autres termes, quelle est votre compréhension de ces sanctions? Bon, le fait qu'on prenne des sanctions contre des personnalités, ce n'est pas un fait inhérent à Haïti. Et d'ailleurs, ça arrive dans un bon pays qui confronte ce genre de situation. Et c'est le cas du Mali.
Et donc, oui, c'est un élément parmi tant d'autres pour pouvoir trouver une solution, mais toujours est-il que ce n'est pas, comment dire, euh, ce n'est pas la remède finale. Donc, à côté des sanctions, faut-il qu'il y a d'autres mesures, et c'est notamment ce qui est visé à travers le déploiement de la force multinationale. Ok, vous avez dit que à côté de ces sanctions, il faudrait d'autres mesures. Donc, en d'autres termes, d'autres mesures pour accompagner ces sanctions. À quelles mesures faites-vous allusion? Non, non seulement du déploiement de la force, comme je viens de le dire tantôt, mais ça doit être accompagné des réformes, notamment des réformes du secteur de la sécurité et de la justice, mais également des mesures de politique publique. Mais déjà, je dois vous dire que les sanctions, ça reste un acte politique, ce n'est pas un acte judiciaire, parce que cela ne veut pas dire que le fait que vous soyez sur sanction, que catégoriquement, vous êtes sur le coup d'un mandat international ou un mandat national. Vous dites que ces sanctions révèlent d'un acte politique et non judiciaire. Qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'est-ce que vous entendez par là? Ce que je veux dire, c'est que effectivement, quand vous êtes sous sanction, vous subissez une peine affligeante. Et toujours est-il que le fait que vous soyez sur une liste de sanctionnés, votre nécessaire, ça affecte certes votre réputation, votre moralité, mais du coup, on ne peut pas vous traîner en justice sur la base d'une sanction, moyennant qu'il y a une plainte. Donc, Bon, certaines personnalités qui sont sanctionnées disent que c'est un acte de persécution politique et disent même que leurs avocats vont continuer ou du moins vont dire tout carrément que ce sont des actes politiques. Donc, est-ce que vous pouvez mieux nous expliquer afin que cette nuance qu'il y a, puisque vous dites que c'est un acte politique et non judiciaire, est-ce que selon vous, ces sanctions ne sont pas justifiées? Ce n'est pas que les sanctions ne soient pas justifiées, bien qu'il y a un problème avec le rapport. Le rapport a fait montre d'une certaine légèreté. Je ne dis pas que le rapport n'a pas sa place. Tout au contraire, il a toute sa place, mais il y a cette pointe de légèreté qu'exprime le rapport. Mais est-ce que sur la base d'une sanction, on peut vous mettre en prison? Ce n'est pas le cas. Parce que c'est qu'il y a le Conseil de sécurité, ce n'est pas un tribunal. Ce n'est pas un tribunal. Le comité de sanction n'est pas aussi un tribunal, encore moins le groupe d'experts. C'est juste qu'on a fait un travail sur la base d'enquête, sur la base d'informations recueillies, des informations qui peuvent être erronées, il y a ça également, mais qui peuvent être aussi corroborées. D'ailleurs, c'est pour cela que les États-Unis annoncent, bien entendu, la mise en place d'une unité d'enquête et de poursuite. Mais comme je le disais tantôt, c'est pas que voilà, c'est un tribunal qui a tranché, ce n'est pas le cas. Donc de ce fait, ça reste, on doit prendre les sanctions pour ce qu'ils sont, un acte politique. D'ailleurs, ça arrive que des gens, des États qui se retrouvent sous les coups des sanctions arrivent à contourner les mécanismes de sanctions. Je poursuis, comme je le disais tantôt, ça traîne un risque réputationnel parce que du moment que vous êtes sur une liste de sanctions, il y a des entreprises et même des personnalités qui ne voudront pas avoir affaire avec vous. Parce que, alors, bien qu'on ne pratique pas, bien sûr, en Haïti, mais dès que quelqu'un est sur sanction, par exemple, une entreprise à l'international, ces entreprises-là, elles pratiquent ce qu'on appelle le due diligence. Donc, on va voir que, voilà, si vous êtes une personnalité politiquement exposée, sanctionné d'autant plus. Donc, on dira que voilà, on ne va pas faire affaire avec vous. Donc, du coup, ça peut vous paralyser sur certains points, même quand on a pu retrouver des cas où des gens des gens ont pu contourner les mécanismes de sanctions à travers des traitements
c'est l'un des exemples qu'on voit. Ok, vous avez mentionné la légèreté du rapport. Justement, ce rapport qui a été publié le 19 octobre dernier, présenté devant le Conseil de sécurité de l'ONU. Puisque vous avez fait mention de légèreté dans ce rapport, est-ce que vous pouvez brièvement nous dire quels sont selon vous les points faibles ou du moins les légèretés mentionnées dans ce rapport, notamment les points forts également? Parce que ce qu'il y a, c'est... En fait, je connais des gens qui sont beaucoup plus amers à travers le rapport, qui disent tout simplement qu'il n'y a pas de rapport. Moi, je ne m'explique pas dans cette logique. Le document, comme je le disais, a toute sa place. Mais déjà, il faut dire que c'est un document qui fait 40 pages. Donc, qui ne dit pas tout, ça reste un rapport, bien qu'on parle de rapport final, mais en toute logique, ça reste un rapport partiel. Maintenant, ce qui donne l'impression que c'est un rapport partiel. D'autant plus qu'il y a un problème au niveau de la méthodologie, ça s'explique parce que les experts, ils ont suivi une norme, et c'est la norme 2006, 997, ils ont suivi cette norme-là, mais cette norme-là, elle n'est pas assez exigeante sur la méthodologie, mais aussi, il y a un problème au niveau de l'approche, on ne connaît pas le nom de ces experts-là, contrairement à d'autres rapports qu'on produit sur le Mali, sur le Yémen notamment. On ne connaît pas le nom de ces experts-là, encore moins leur domaine d'expertise. Mais également, en termes de contenu, il y a des abus de concept. Or, dans la norme, il est dit que du moment que le rapport manque de rigueur, ça devient hypothétique. On peut rejeter le rapport de revers de main pour dire que voilà, c'est manquant. Mais ça reste, pour moi, le rapport fait preuve de légèreté parce que c'est un rapport accusateur et c'est un rapport qui peut mettre en ébullition tout un pays. Donc, pour moi, on aurait dû, à travers la méthodologie utilisée, de définir la limite du rapport, parce que ça reste aussi un rapport conjoncturel, pardon, on n'a pas dit. Donc, du coup, certains ont comme l'impression que le rapport a voulu viser tel groupe et laisser tel groupe de côté. Du moins, viser telle personnalité ou laisser telle autre personnalité de côté. Mais c'est juste que déjà, au niveau des Nations Unies, les rapports, généralement, ils sont limités à moins de 50 pages. Mais là, maintenant, au niveau des annexes, on a tenté de combler ce déficit-là. Mais toujours, c'est encore manquant la méthodologie et du coup, la limite du rapport est définie. On ne connaît pas la qualité des gens qui ont été interviewés, celle qu'on a rencontré des gens. Maintenant, quelles sont les noms politiques de ces gens-là? Le rapport ne l'a pas dit, sinon qu'ils ont mentionné que ce sont des experts nationaux sur les questions politiques et économiques haïtiennes. Mais je disais tantôt qu'au niveau du contenu, il y a un problème. D'ailleurs, dans le rapport, il est mentionné que le président Nathalie a été contraint à la démission. Vous voyez? On parle, par exemple, de piratage maritime dans le rapport, alors que dans le cas d'Haïti, il y a un piratage maritime par rapport au piraterie. Pour qu'il y ait piraterie maritime, ça se produit dans les eaux internationales, ce n'est pas encore le cas pour ce qui concerne Haïti, donc il n'y a pas de piraterie. Donc, il y a assez d'éléments qui demandent à ce que le rapport, à mon avis, soit rectifié pour que ça ça accorde tout son poids dans la balance. Alors, le rapport, pour moi, doit accentuer beaucoup plus sur les évidences afin que certains ne se sentent pas lésés dans leurs intérêts politiques ou dans leur personne. Puisque vous aviez parlé de caractère accusateur de ce rapport, quelqu'un qui est mentionné dans ce rapport, qu'est-ce que cette personne devrait faire selon vous, puisque vous avez parlé du caractère accusateur de ce rapport? Non, en fait, il y a une annexe également qui essaie de combler le déficit qu'il y a au niveau de la méthodologie, qui dit que toute personne visée par le rapport a un droit de réponse. Ce droit de réponse, on peut le faire durant la rédaction du rapport, et tel a été le cas pour l'ancien premier ministre Laurent Lamothe. Et
on a pris en compte également sa version des faits dans le rapport, mais on peut revenir sur les faits à la suite de la publication du rapport pour exprimer que voilà, ce que m'on accuse, je ne suis pas tout à fait coupable. Donc, il y a ce droit de recours et c'est exprimé dans l'annexe 1 d'ailleurs du rapport. Alors, puisque l'objectif même des États-Unis, que ce soit des États-Unis ou du Canada, c'est d'aider à combattre la violence des gangs dans le pays. Est-ce que vous voyez en cela une lueur qui va aider à apaiser le climat sécuritaire en Haïti? Voilà, c'est un premier pas parmi plusieurs pas qui restent à faire. Parce que là, je dois vous dire que à la suite de la publication du rapport, les États-Unis ont annoncé la mise en place d'une unité transnationale d'enquête et de poursuite. Cela voudrait dire que soit les preuves, parce que les experts disent détenir des preuves, soit ces preuves sont manquantes, soit les États-Unis agissent de manière unilatérale parce que, on doit le signaler, et les États-Unis ont leur propre stratégie sur la question haïtienne. Donc, il y a une stratégie qui s'échelonne sur une période de 10 ans et mise en place par les États-Unis pour la prévention de la paix. Donc, alors pour la consolidation de la paix, la prévention du conflit. Donc, il y a également cette stratégie en parallèle. Donc, c'est un pas parmi tant d'autres, sauf que, comme je le disais tantôt, le rapport, ça reste perfectible, il a toute sa place, en dépit des faiblesses qu'on pourrait déceler. Donc, cela nous pas. On peut toujours appuyer sur ce rapport. D'ailleurs, le rapport a fourni pas mal d'éléments qui pourraient servir aux décideurs haïtiens pour résoudre le problème. Alors, pour finir, Ricardo Germain, la mission multinationale doit venir en Haïti. Est-ce que vous êtes plutôt optimiste ou sceptique quant à l'aide de cette mission pour aider à rétablir la paix et la sécurité dans le pays? Je reste optimiste dans la mesure où, avec une telle mission, la police nationale d'Haïti présentement a été soufflée. Avec une telle mission, la police nationale pourrait reprendre son souffle. Cela pourrait aider à contenir le problème en attendant qu'on arrive à trouver une solution finale et définitive à ce cancer qui ronge la société. Maintenant, je voulais revenir sur le rapport parce que le rapport a fait pas mal de recommandations. Et parmi ces recommandations, si vous permettez cette parenthèse, c'est encore concernant la faiblesse qu'il y a dans le rapport. Le rapport disait avoir visité quatre endroits dans le pays, mais parmi ces endroits-là, le grand absent, c'est le département de l'Artibonite. OK? Donc, là, pour moi, pour corroborer les témoignages des faits qu'on aurait dit sur ce département. Maintenant, pour revenir à votre question, il y a pas mal de recommandations dans le rapport, mais un point qui, à mon avis, manque, c'est que le problème que traverse Haïti, en dehors de la dynamique nationale, il y a aussi une dynamique régionale, une dynamique géopolitique régionale, parce qu'il n'est pas question d'Haïti qui traverse cette crise, c'est toute la région. Sauf que Haïti est moins résilient par rapport aux autres pays. Maintenant, dans le rapport, on parle d'embargo sur les armes, mais la manière dont on articule ce point-là, c'est comme quoi le trafic d'armes qui se fait en Haïti, c'est un trafic qui répond au modèle Wilson, ou encore le trafic qui s'aligne sur le marché blanc et des armes et des munitions. Or, ce n'est pas le cas. Donc, il est toujours difficile d'appliquer un embargo sur le marché noir des armes et des munitions, ou encore sur le modèle qu'on appelle le modèle Boots. Donc, ça, là, je suis dans la technicité. Maintenant, comme je le disais, c'est une dynamique, ça répond à un problème transnational, puisque c'est une dynamique qui affecte toute la région. Dans les recommandations, on n'a pas plaidé à ce qu'il y ait un complexe de sécurité. Qu'est-ce qu'on entend par complexe de sécurité? Mais dans le sens, alors, par complexe de sécurité, il faut voir un mécanisme de coopération par lequel les États
et ils opèrent et ils définissent ensemble une architecture de sécurité pour pouvoir résoudre un problème commun. Parce que dès qu'on parle du trafic, d'armes, de drogue et de munitions, ça ne concerne pas un pays, mais ça concerne plusieurs pays. Donc, il faudrait aider effectivement pour ce contexte de sécurité. Ce n'est pas mentionné dans les recommandations. Alors, merci Ricardo Germain, merci d'avoir fait le point sur ce rapport avec nous. Merci infiniment. Et c'est à moi de vous remercier et puis, comme d'habitude, je reste à votre disposition au besoin. C'était avec nous Ricardo Germain, l'expert en défense et en sécurité. Avec lui, nous avions parlé du rapport du Conseil de sécurité de l'ONU et notamment de la mission multinationale qui doit venir en Haïti.